Le fossoyeur m'a agrippé le bras alors que je m'éloignais du cercueil de mon père. Monsieur. Sa voix était basse, urgente. Il faut que je vous dise quelque chose. Pas maintenant. J'ai essayé de me dégager. Ma mère m'attendait près de la voiture. Les autres personnes présentes commençaient à se disperser. J'avais dans ma poche l'éloge funèbre que j'avais eu tant de mal à lire sans m'effondrer. Mon père était mort. Raymond Mercé, 66 ans. Une crise cardiaque, disait-il. Retrouvé dans son bureau 3 jours plus tôt, affaissé sur son fauteuil, déjà parti avant l'arrivée du SAMU. J'avais passé les 72 dernières heures à organiser les obsèques, à consoler ma mère et à essayer de rester fort pour ma femme et mes enfants. Je n'avais pas de temps à perdre avec ce que ce fossoyeur voulait. Votre père m'a payé, a-t-il dit. Je me suis arrêté. Payé pourquoi? Le fossoyeur, un homme buriné d'une 50aine d'années, les ongles noirs de terre et le regard de quelqu'un qui a vu trop d'enterrements, s'est penché vers moi, il m'a payé pour enterrer un cercueil vide. Le monde a basculé. J'ai eu le vertige, comme si le sol sous mes pieds s'était liquéfié. Arrêtez vos blagues. Mon père est mort. J'ai vu son corps à la morgue. Vous avez vu ce qu'il voulait que vous voyiez. C'est de la folie. Il y a eu une mise en bière. Les gens ont signé le registre. Ma mère a embrassé son front. Le fossoyeur m'a glissé quelque chose dans la paume. Une clé. Une petite clé en laiton avec un numéro gravé sur la tête, 17. Qu'est-ce que c'est? Ne rentrez pas chez vous, a-t-il chuchoté. Allez à l'unité 17. Au garde-meuble de la route 9. Votre père a laissé des instructions. Des instructions? Il est mort d'une crise cardiaque il y a 3 jours. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, rentrez seul. J'ai fixé l'écran. Quelque chose ne collait pas. Ma mère n'écrivait jamais comme ça. Trop court, impératif. Pas de salutation. Pas de « mon chéri » ou « mon grand » comme elle en avait l'habitude. Le fossoyeur a vu l'écran. Son visage a pâli. Ne le faites pas, a-t-il dit. Quoi que vous fassiez, ne rentrez pas chez vous. Pas encore. Allez à l'unité 17 tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise plaisanterie? Votre père savait que vous poseriez des questions. Il savait que vous étiez avocat, que vous aviez besoin de preuves. Il a sorti de sa poche une enveloppe jaunie et usée. Il m'a donné ça il y a 20 ans. Il m'a dit de vous la remettre si je devais vous donner la clé. J'ai pris l'enveloppe. Mon nom était écrit au recto de la main de mon père. Il y a 20 ans il planifie cela depuis longtemps, fils. Ce qu'il y a dans ce box, il voulait que vous le trouviez. Et ce SMS, il a hoché la tête vers mon téléphone. Votre père en avait peur. Assez peur pour simuler sa propre mort. Il s'est retourné et est parti, disparaissant entre les stèles. Je suis resté seul devant la tombe de mon père, une clé dans une main, une enveloppe dans l'autre. Le cercueil derrière moi était vide. Le SMS de ma mère brillait sur mon écran, et plus rien dans ma vie n'avait de sens. Je ne suis pas rentré. Je ne sais pas pourquoi. L'instinct, peut-être. Le regard du fossoyeur, l'étrangeté du message de ma mère, ou peut-être l'enveloppe. Je l'ai ouverte dans ma voiture, garée au bord du cimetière, les mains tremblantes au point de déchirer le papier. À l'intérieur, une seule feuille couverte de l'écriture de mon père. Julien, si tu lis ceci, c'est que Marcus t'a donné la clé, ce qui signifie que j'ai dû disparaître. Je sais que tu as des questions. Je sais que tu es confus, en colère, probablement convaincu qu'il s'agit d'une mise en scène. Ce n'est pas le cas. Tout ce que je vais te dire est vrai. Et je suis désolé, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer, d'avoir dû te cacher cela si longtemps. Va à l'unité 17, garde-meuble de la route 9. La clé ouvrira la porte. À l'intérieur, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour comprendre. Mais Julien, et c'est le plus important, ne rentre pas chez toi. Pas avant d'être allé à ce box. Pas avant de comprendre ce qui arrive. Si tu as reçu un message de ta mère te demandant de rentrer, surtout s'il semble froid, n'y va pas. Ils la tiennent. Ils l'utilisent pour t'atteindre. Je t'expliquerai tout. Je te le promets.
Ne fais confiance à personne, sauf à la femme sur place. Elle s'appelle Patricia. Elle t'attend. Je t'aime, mon fils. J'ai toujours t'aimé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger, toi et ta famille. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai démarré et pris la route. Le centre de stockage était un vaste complexe en périphérie de la ville, avec des rangées de conteneurs métalliques, des caméras de surveillance et une clôture surmontée de barbelés. Au bureau d'accueil, une femme m'attendait. Julien Mercé? Elle devait avoir la quarantaine, l'air professionnel, le regard acéré et une posture qui rappelait les forces de l'ordre. Elle portait des vêtements civils, mais tout en elle criait « Agent fédéral ». Patricia. Agent Patricia Holloway, FBI. Elle a brièvement montré sa plaque avant de la ranger. Votre père m'avait prévenu. Suivez-moi. Attendez, le FBI? Quel est le rapport avec mon père? Tout vous sera expliqué, mais pas ici. Elle a jeté un coup d'œil aux caméras. Nous sommes surveillés. Il faut bouger. Elle m'a conduit à travers le labyrinthe jusqu'au fond du complexe. Unité 17. Utilisez la clé, a dit Patricia. J'ai inséré la clé en laiton dans le cadenas. Il a cédé sans résistance. J'ai soulevé la porte roulante et mon père s'est levé d'une chaise à l'intérieur. Julien. Il semblait plus âgé qu'à l'enterrement. Plus fatigué, mais vivant. Indéniablement, impossiblement vivant. Papa, je sais. Je sais que c'est beaucoup, mais entre et ferme la porte tout de suite avant que quelqu'un ne nous voie. Je suis entré en titubant. Patricia a fermé la porte derrière nous. L'espace était plus grand que prévu. Ce n'était pas un garde-meuble classique, mais une planque totalement équipée, un lit de camp, un petit réfrigérateur, des écrans affichant des flux de surveillance, et un mur couvert de photos, de documents, de cartes, reliés par des fils rouges comme dans un thriller. Et au centre, mon père, Raymond Mercé, l'homme que j'avais enterré il y a 1 heure. Comment? C'était le seul mot qui sortait. Assieds-toi, fils. Il a désigné une chaise pliante. Ça va être long. Je me suis assis. Mes jambes n'auraient pas tenu de toute façon. Le corps à l'enterrement, c'était qui? Un cadavre provenant d'une faculté de médecine. Même taille, même corpulence. Les pompes funèbres ont été payées pour ne pas poser de questions. Il a fait une pause. Je planifie cela depuis des mois, Julien. Depuis que j'ai appris que Victor Crane sortait de prison. Victor Crane? Qui est-ce? Mon père a échangé un regard avec Patricia. C'est la raison pour laquelle je t'ai menti toute ta vie d'adulte. L'histoire a duré 2 heures. En 1995, mon père avait 37 ans, expert comptable prospère avec une clientèle fortunée. L'un de ses clients était un certain Victor Crane. Sur papier, Crane gérait une entreprise d'import-export. En réalité, c'était l'un des plus puissants blanchisseurs d'argent de la côte est, nettoyant les fonds de familles mafieuses. Mon père ne l'a compris que 6 mois plus tard. À ce moment-là, il était trop impliqué. J'aurais pu partir, a-t-il dit. Faire semblant de ne rien voir. Mais je suis allé voir le FBI. Il a fait un signe vers Patricia. Elle était mon officier traitant. 28 ans, jeune recrue. Ils m'ont assigné à elle parce que personne ne pensait que l'affaire aboutirait. Votre père a porté un micro pendant 2 ans, a ajouté Patricia. Il a rassemblé assez de preuves pour faire tomber toute l'opération de Crane. Des centaines de millions d'euros, des connexions avec 6 familles criminelles. En 1998, j'ai témoigné, a continué mon père. Crane a été condamné à 30 ans. Je devais entrer dans le programme de protection des témoins, mais le FBI m'a convaincu que la menace était écartée. Crane mourrait en prison, disait-il. J'ai cru que je pouvais vivre une vie normale. Et tu les as crus? Je voulais les croire. Ta mère et moi venions de nous marier. Je voulais des enfants. Je ne pouvais pas imaginer élever une famille en me cachant, toujours à regarder par-dessus mon épaule. Alors, tu es resté. Je suis resté, j'ai changé quelques habitudes, je suis resté vigilant. Mais les années passant, j'ai baissé ma garde. Il s'est levé et s'est approché du mur de photos. Puis, il y a 3 mois, Victor Crane a été libéré.
La photo montrait un homme d'une soixantaine d'années, cheveux argentés, regard froid. Le visage de quelqu'un qui a passé 25 ans à préparer sa revanche. Pour bonne conduite, a dit mon père avec amertume. 25 ans au lieu de 30. Et le jour de sa sortie, il a commencé à mettre ses plans à exécution. Des plans pour quoi? Pour ça? Il a pointé une autre section du mur. Des photos de notre famille, moi, ma mère, ma femme Céleste, nos enfants Emma et Oliver. Mon sang s'est glacé. Il nous prend pour cible. Toute la famille Mercé. Il a eu 25 ans pour penser à ce que je lui ai fait. Il veut tuer tout ce que j'aime, Julien, et ensuite, il veut me tuer lentement. Comment le savez-vous? Patricia s'est avancée. Nous avons des informateurs dans son organisation. Il a rassemblé une équipe et un plan. Un plan pour assassiner toute votre famille, avec votre père forcé de regarder. J'ai eu la nausée. C'est pour ça que j'ai simulé ma mort, a dit mon père. Si Crane pense que je suis mort, il perdra peut-être tout intérêt. Mais le SMS de maman, le visage de mon père s'est assombri. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas rentrer. Ils la tiennent. Ce n'était pas elle. Ta mère n'écrirait jamais comme ça. Crane doit avoir quelqu'un chez toi en ce moment même. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma femme. Céleste a décroché à la deuxième sonnerie. Julien? Comment s'est passé l'enterrement? Quand rentres-tu? Où es-tu? Chez tes parents. Ta mère nous a invités à dîner après la cérémonie. On vous attend. Mon cœur a cessé de battre. Maman n'est pas là. Non, elle a dit qu'elle avait une course à faire, elle nous a dit d'entrer. Une pause. Julien, tout va bien? Tu as une voix étrange. Céleste, écoute-moi très attentivement. Prends Emma et Oliver et pars de cette maison, tout de suite. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas t'expliquer. Fais-moi confiance. Emmène les enfants dans un endroit public, un restaurant, un centre commercial, n'importe où avec du monde. Et ne dis à personne où tu vas. Julien, tu me fais peur, je sais. Je suis désolé, mais fais-le maintenant. Une longue pause. Ok, on part. Appelle-moi quand vous êtes en sécurité. Et Céleste, ne retourne surtout pas à la maison. J'ai raccroché et me suis tourné vers mon père. Céleste et les enfants sont chez vous. Patricia vérifiait son téléphone. Nous avons la résidence sous surveillance. 2 hommes sont arrivés il y a 1 heure. Ils sont à l'intérieur, ils attendent. Ils attendent quoi? Qui? Nous devons savoir où est ta mère. Les 3 heures suivantes furent un flou d'activité. Patricia a mobilisé son équipe, 6 agents du FBI qui surveillaient Crane. Nous avons appris que ma mère avait été enlevée sur le parking du cimetière. Les images de vidéosurveillance montraient un SUV noir s'arrêtant à côté d'elle. 2 hommes, du chloroforme, et hop, dans le véhicule. Ils l'ont prise pour t'attirer, a expliqué Patricia. Crane sait que l'enterrement était faux. Il n'est pas stupide. Il sait que ton père est vivant. Alors que fait-on? On lui donne ce qu'il veut, a dit mon père doucement. Papa, non. Si, moi. Il s'est levé. Crane veut se venger de l'homme qui l'a fait condamner. C'est moi. Si je me livre, il relâchera ta mère. Tu ne peux pas en être sûr. Je connais Victor Crane. J'ai passé 2 ans à l'écouter à travers un micro. Il est cruel, mais pragmatique. Tuer une femme de 62 ans ne suffit pas. Me tuer moi, oui. C'est de la folie. Julien, mon père a posé ses mains sur mes épaules. J'ai vécu 25 ans avec la culpabilité. Non pas d'avoir témoigné, c'était la bonne chose à faire, mais d'avoir mis ma famille en péril. De t'avoir laissé grandir sans connaître la vérité. Tu ne l'as pas créé, ce monstre? Non, mais je l'ai provoqué et j'ai fait semblant de ne pas voir la bête. C'est ma chance de réparer les choses. Patricia s'est avancée. Il y a peut-être un autre moyen. Nous nous sommes tournés vers elle. Crane veut une confrontation. Très bien. Nous allons lui en donner une, mais à nos conditions. Le plan était dangereux. Crane était localisé dans un entrepôt abandonné sur les quais.
Un vieux site de stockage parfait pour un règlement de compte. Mon père entrerait le premier pour s'échanger contre ma mère, retenant Crane en discussion pendant que le FBI se mettait en position. « Et quel est mon rôle ?» ai-je demandé. « Tu restes ici » a dit Patricia. « Non, c'est ma mère là-dedans. Mon père risque sa vie. Je ne vais pas rester assis devant un écran. » Patricia a regardé mon père, qui m'a regardé. « Il est têtu » a dit mon père. « Il tient ça de sa mère. »« Je peux gérer » ai-je insisté. « Non, tu es un avocat d'affaires qui n'a jamais touché une arme. Alors donne-moi une arme et dis-moi par quelle bout la tenir. » Mon père a souri, fier et féroce. « D'accord. Mais tu fais exactement ce que je dis. Si ça tourne mal, tu cours. Tu ne te retournes pas. Papa, promets-moi, Julien, promets-moi. » J'ai voulu argumenter, lui dire que je ne l'abandonnerai jamais. Mais j'ai vu ce regard, celui qu'il avait quand j'étais enfant. Je te le promets. L'entrepôt se découpait contre le ciel du soir, une carcasse de rouille. Nous avons approché par le côté, via un ancien canal de drainage. Mon père est passé le premier, main en vue. Je suivais avec 2 agents. À l'intérieur, dans l'obscurité, entouré d'une demi-douzaine d'hommes armés, se tenait Victor Crane. Il était exactement comme sur la photo. Argenté, froid, patient. À côté de lui, attachée sur une chaise, ma mère. La voix de Crane a résonné, je savais que tu n'étais pas mort. L'enterrement était une belle touche, cependant. Très dramatique. Laisse-la partir, Victor. C'est entre toi et moi. Entre nous? Crane a ri. Tu m'as volé 25 ans. 25 ans dans une boîte en béton. Je vais te regarder mourir, toi et ton fils. Il a sorti une arme et l'a pressée contre la tempe de ma mère. Ou alors, je commence à tirer et on verra qui sort de l'ombre. Stop. J'ai surgi de l'obscurité, main levée. Je suis là. Ne lui fais pas de mal. Crane a souri. Le voilà. Julien Mercé. Le fils, l'héritage. Amenez-le. 2 brutes m'ont saisi et jeté à genoux près de mon père. La famille est réunie, a dit Crane. Il a levé son arme sur moi. 25 ans, c'est assez. J'ai fermé les yeux, pensant à Céleste, Emma, Oliver. Le coup de feu a retenti, assourdissant. Mais je n'étais pas mort. Chaos total. Des agents du FBI ont fait irruption de partout, des projecteurs ont découpé l'obscurité, des cris de commandement ont fusé. Crane était au sol, épaules en sang, son arme éjectée. Patricia se tenait au-dessus de lui. Victor Crane, vous êtes en état d'arrestation. Mon père était déjà auprès de ma mère, coupant ses liens. Vivien, est-ce que ça va? Elle pleurait, tremblante, mais hocha la tête. Je vais bien. Raymond, tu es vivant. On est tous vivants. Je me suis agenouillé près d'eux, les serrant dans mes bras. C'était fini. 25 ans de secrets, de peur, de paranoïa, enfin terminés. Les suites furent complexes, avec les interrogatoires et les procédures judiciaires. Victor Crane a été inculpé pour enlèvement et tentative de meurtre. Cette fois, il ne sortirait jamais. 3 jours plus tard, sur la terrasse d'une maison sécurisée au bord de l'eau, mon père et moi regardions le coucher du soleil. 25 ans, papa. Tu aurais pu me dire la vérité. Et te charger de ce fardeau? Te faire vivre dans la peur comme je l'ai fait? Il a secoué la tête. Tu étais un enfant quand Crane est allé en prison. Je voulais que tu aies une vie normale. Études, carrière, mariage, enfant. Alors tu as menti. J'ai omis. J'ai protégé. Il m'a regardé. Julien, chaque choix, chaque mensonge, chaque secret visait à te garder en sécurité. Je ne dis pas que c'était juste, mais je veux que tu comprennes. Je suis resté silencieux, pensant à mes propres enfants. Aurais-je menti? Aurais-je simulé ma mort pour les protéger? Oui. La réponse était oui. Je comprends, ai-je fini par dire. Je n'aime pas ça, mais je comprends. 2 ans ont passé. J'ai 38 ans. Je pratique toujours le droit,
mais désormais pour aider les familles en difficulté. Mon père a 68 ans. Il a vendu sa maison et vit paisiblement sur la côte avec maman. Ils sont plus heureux que jamais. Céleste sait tout. Au début, elle était furieuse, puis elle a pardonné. C'est ce que fait l'amour, il pardonne. Emma a 8 ans, Oliver 6. Ils pensent que leur grand-père était malade autrefois, mais qu'il est guéri. Les dimanches, on déjeune ensemble. Mon père grille des steaks, ma mère joue avec les petits-enfants. Des choses normales. Ce genre de vie que je prenais pour acquise avant de comprendre à quel point elle était fragile. Le fossoyeur, Marcus, m'a envoyé une carte de vœux l'an dernier. Ton père est un homme bon. Prends soin de lui. Je l'ai encadré. Mon père et moi parlons tous les jours. Pas du passé, nous en avons fait le tour. On parle du futur, des enfants, du foot. La semaine dernière, il a dit, je n'aurais jamais cru avoir ça, un jour. Avoir quoi? La paix. Une famille qui connaît la vérité et qui m'aime quand même. Un fils qui m'a pardonné. Il n'y avait rien à pardonner, papa. J'ai menti toute ta vie. Tu l'as fait pour me protéger. Ce n'est peut-être pas juste, mais c'est compréhensible. J'ai posé ma main sur son épaule. Tu es mon père. Et je t'aime. Il a serré ma main, en silence, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon. Une famille ensemble, vivante. C'est tout ce qui compte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais, cela semble impossible. Un père qui simule sa mort, un fossoyeur, un boss du crime. Mais c'est arrivé. Et si cela peut vous apprendre quelque chose, c'est ceci, avant de juger, essayez de comprendre. Avant de condamner, essayez d'emprunter le chemin de l'empathie. Car parfois, la personne qui vous a blessé l'a fait parce qu'elle ne pouvait supporter de vous voir souffrir davantage. C'est aussi une forme d'amour. Maintenant, je vous pose la question, que feriez-vous si vous découvriez qu'un de vos parents a simulé sa mort pour vous protéger? Seriez-vous en colère ou reconnaissant? Dites-le moi en commentaire. Je les lis tous. Si cette histoire vous a touché, lâchez un pouce bleu, partagez-la, et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est dimanche matin. Les enfants dorment. Céleste prépare le café. Mon téléphone vibre, un SMS de mon père. On arrive pour le petit déjeuner, j'apporte les crêpes de maman. Je souris, et je réponds, porte ouverte. 1 heure plus tard, nous sommes autour de la table. 3 générations, des crêpes, du sirop et des rires. Mon père m'adresse un clin d'œil par-dessus la table. Pas mal pour un homme mort, hein, murmure-t-il. Je ris. On rit tous. Et la vie, belle, compliquée, miraculeuse, continue.